Bonjour à tous, je suis le professeur Damien Léger à l'Hôtel-Dieu de Paris et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le sommeil de l'enfant. Alors, cela se passe dans le cadre des 22e journées du sommeil organisées par l'Institut national du sommeil et de la vigilance en partenariat avec de nombreux partenaires de l'État et partenaires qui soutiennent cette journée et en particulier l'Hôtel-Dieu et son centre du sommeil qui a toujours soutenu cette journée et qui aujourd'hui se consacre au thème de la journée avec deux expertes qui travaillent dans nos centres de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, Université Paris-Cité. Tout d'abord, le docteur Marie-Françoise Beccherini du Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu qui va parler du sommeil de l'enfant de la naissance jusqu'à ses 10 ans. Et dans une deuxième partie, le professeur Brigitte Frohoult, qui est de l'unité de ventilation non invasive et de sommeil de l'enfant à l'hôpital Necker, Université Paris-Cité à PHP, et qui nous parlera des troubles respiratoires du sommeil chez l'enfant. Je crois que nous avons beaucoup de chance d'avoir la possibilité de rentrer dans ce sujet avec ces deux médecins experts. Et dans un premier temps, je vais donner la parole au docteur Beccherini en vous avertissant que les questions auront lieu après les deux présentations. On aura toute une partie de questions avec le docteur Jonathan. Vous prenez 1 ou 2 minutes, plusieurs fois par jour, pour préparer votre nuit. Qui nous accompagne, le docteur Jonathan Taillev qui nous accompagne, et donc on aura les questions à l'issue de ces deux présentations. Et tout d'abord, donc, Marie-Françoise, puisque je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, le sommeil de l'enfant de la naissance à 10 ans. Et je voudrais d'abord vous dire d'abord insister sur le fait que le sommeil, il se met en place avec l'ensemble des autres fonctions biologiques. Bien sûr, on va privilégier l'axe sommeil, mais c'est tout un ensemble qui mature à partir de la naissance, et on parlera de la naissance des enfants nés à terme, et que deuxièmement, non seulement il se développe en même temps que les autres fonctions biologiques, mais qu'il est aussi très dépendant de facteurs environnementaux, comme les facteurs psycho-affectifs et culturels et familiaux. Et sur ce schéma, malheureusement, en anglais, juste montrer que juste montrer qu'on n'a pas de curseur. Voilà. Juste montrer qu'au centre, il y a toutes les qualités du sommeil de l'enfant, sur lesquelles on va revenir, et qui dépendent beaucoup du comportement des parents ou des gens qui veillent sur cet enfant. Le comportement de ses parents étant lui-même sous-tendu par tout un aspect de santé, de culture et de milieu socio-culturel. Donc, et c'est d'ailleurs ce que l'enquête INSB 2022 a essayé de mettre en évidence, c'était l'interrelation entre le développement du sommeil et le sommeil de l'enfant. Alors, avant de voir le sommeil de l'enfant à proprement parler, juste un rappel de ce qu'est le sommeil établi chez l'adulte. Vous savez qu'après une période où on sent le sommeil venir, un adulte s'endort, fait toute une phase d'un sommeil qu'on appelle lent, léger puis profond, puis ensuite il fait une phase de sommeil paradoxal, et ces deux stades de sommeil lent, sommeil paradoxal, constituent un cycle de sommeil, et au cours de la nuit vont se répéter ainsi 4-5 cycles de sommeil. La seule particularité, que le sommeil lent dit profond est en première partie de nuit, le sommeil paradoxal plus en deuxième partie de nuit. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la naissance à terme, les deux stades de sommeil sont présents, mais ils ne sont pas appelés pareil. Vous avez d'une part le sommeil agité, qui va devenir le sommeil paradoxal, d'autre part le sommeil calme, qui va devenir le sommeil lent. Alors, quelles sont les caractéristiques du sommeil au cours de ces 10 ans? D'abord, des caractéristiques de durée.
Et comme vous le voyez sur le schéma d'en haut, qui est une étude très ancienne, mais qui a l'avantage d'être longitudinale, eh bien, la durée du sommeil diminue tout au cours de l'année, des 10 premières années, avec une variation entre les enfants qui est importante. Et ces mêmes auteurs ont suivi comme ça 3 populations, et plus la population est proche de nos dates, plus la durée du sommeil diminue. Ce qui a fait dire aux Américains notamment, et fait établir des recommandations sur la durée de sommeil qui est nécessaire au bon développement de l'enfant. Et vous voyez là comment entre 0 et 3 mois, il peut y avoir un temps de sommeil qui est entre 14 et 17 heures, puis à 1 an entre 11 à peu près et 13 heures, puis vers 10 ans autour de 10 heures. Donc vous voyez, variabilité entre les enfants, durée de sommeil propre à un enfant assez stable et durée de sommeil qui diminue tout au long des 10 premières années de la vie avec ses recommandations pour un bon développement. Et pour bien connaître le sommeil, eh bien, il y a un outil que l'on demande aux parents de remplir, qui est l'agenda du sommeil, où vous voyez que sur ces 2 barres, sur chaque 24 heures, les parents vont pouvoir dire à quelle heure l'enfant a été mis au lit, à quelle heure ils l'ont levé, combien il y a eu d'éveil, combien il y a eu de biberons, si l'éveil a été calme ou non. Alors maintenant, en dehors de la durée du sommeil, il y a aussi une évolution dans sa structure. Et les choses qu'il faut retenir, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sommeil agité est en début de nuit, avant de devenir le sommeil paradoxal. On reviendra sur ce point. Il est très abondant. Vers 2 mois, il y a une modification dans la structure du sommeil lent, que vous voyez là, où dès 2 mois, il y a un critère de maturation qui est très important, qu'on appelle les fusions de sommeil. Mais ça veut dire que s'ils n'apparaissent pas entre 2 et 3 mois, il y a quelque chose qui est anormal dans le développement de l'enfant. Ensuite, dès 3-4 mois, on peut distinguer le sommeil lent léger du sommeil lent profond dont on a parlé tout à l'heure. Un peu plus tard, vers 6 mois, vous voyez que très nettement, le sommeil qui était agité prend exactement les caractéristiques du sommeil paradoxal de l'adulte, va diminuer, disparaître du sommeil de jour, puis diminuer dans le sommeil de nuit. Et à peu près vers 2-3 ans, le sommeil n'est pas identique au sommeil de l'adulte, loin de là, mais sa structure d'ensemble ressemble à celui de l'adulte. Alors maintenant, si on revient simplement sur certains points qui paraissent importants, eh bien, au cours du premier mois de la vie, le point important est l'abondance de ce sommeil agité. Et alors que l'enfant n'a plus de tonus musculaire et devrait être comme une poupée molle, eh bien, il survient de très nombreux mouvements. Mouvements des petites extrémités des membres qui sont rapides, mouvements oculaires, également oculaires rapides, souvent en saccade, que l'on voit très bien derrière les paupières mi-closes de l'enfant, et puis le visage qui est très expressif avec des grimaces et sourires. Et vous savez que notre collègue lyonnaise, le docteur Chalamel, avait essayé d'étudier ces expressions du visage et elle y a retrouvé les 6 émotions fondamentales que l'on connaît chez l'adulte: la peur, la joie, la colère, la surprise, le dégoût et la tristesse. Et donc ça, c'est très important parce qu'on voit que dès la naissance sont intégrées ces expressions qui seront ensuite, plus tard dans la vie, exprimées volontairement par l'adulte. Donc ce que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme, où on voit très bien l'enfant qui s'endort en sommeil paradoxal, et puis ces phases de sommeil paradoxal qui sont de durée variable, entrecoupées de sommeil lent. Alors voilà un exemple pas très beau, mais on voit tout à fait toutes ces limites de l'enfant. Et je remercie M. Léger qui m'a prêté cette diapositive. Deuxième chose très importante, toujours dans ce premier mois de vie, c'est qu'il survient entre les cycles de sommeil beaucoup d'éveils. Et ces éveils, ce sont des pleurs.
Il n'y a pas d'éveil calme dans les premiers mois de vie, mais il n'y a que des éveils avec pleurs qui surviennent le plus souvent entre les cycles ou au cours du sommeil agité. Et à cet âge, au cours du premier mois, il n'y a pas de distinction jour-nuit pour le bébé. Il n'y a pas de périodicité jour-nuit. La composition du sommeil est identique tout au cours de la journée, avec, comme vous le voyez en bas, des petites phases de sommeil qui sont en vert, entrecoupées de sommeil de veille et qui ensuite, voilà, ici, ce que vous voyez, sommeil, veille, sommeil, pleurs, etc. Tout à fait, la composition est identique, quelle que soit l'heure de la journée. Et dès 2 semaines, on voit que les phases de sommeil vont se regrouper un peu, mais c'est un rythme que l'on dit ultra lent. Pas de différence jour-nuit. Alors, une fois qu'on quitte ce premier mois de vie qui est très particulier, eh bien, on va avoir toute une période de 2 à 6 mois où, je vous l'ai déjà dit, le sommeil agité diminue, le sommeil calme augmente, il mature, on en a déjà parlé, fuseau de sommeil, différence sommeil lent, léger, profond. Et il y a 2 phénomènes importants, qui est ce que l'on appelle le settling, c'est-à-dire qu'il y a une consolidation du sommeil de vie. Et l'enfant va être capable à 6 mois de dormir habituellement 6 heures de repos. Ce qui permet aux parents, s'ils prennent les mêmes horaires que l'enfant, également de pouvoir dormir 6 heures. Mais cette période de consolidation du sommeil de nuit est différente de ce que les gens appellent faire ses nuits, c'est-à-dire que l'enfant, lui, il va continuer à se réveiller en dehors de ces 6 heures notamment, et il va pleurer toujours entre les cycles, etc. Et on appelle faire ses nuits les enfants qui ne réveillent pas leurs parents alors qu'ils sont éveillés. L'enfant est capable de se rendormir seul. Dans la journée, l'enfant dort toujours beaucoup, et c'est ce que vous voyez sur la période en haut. Et à 6 mois, le sommeil de jour a certes diminué en durée, mais se répartit en 3 périodes que vous voyez en bleu foncé, c'est-à-dire qu'il fait 3 siestes, une sieste le matin, une sieste en début d'après-midi et une sieste en fin d'après-midi. À cette période de vie, eh bien, il apparaît la périodicité circadienne. Ce que vous voyez sur le schéma du haut, où vous voyez que pendant le premier mois, les rythmes étaient ultradiens, très irréguliers par petites périodes, et à partir de 44-46 semaines chez l'enfant né à terme, eh bien, on voit s'organiser le rythme entre une période de jour et une période de nuit, qui ne certes pas sur les 24 heures. C'est-à-dire que l'horloge interne qui nous donne l'heure est très fonctionnelle chez les enfants à cet âge. Elle a néanmoins besoin d'être remise à l'heure par ce que l'on appelle des donneurs de temps qui sont habituellement indiqués par les parents, d'où l'importance à cet âge de la régularité des horaires. Horaires des repas, comme vous le voyez là, horaires des échanges, horaires des promenades et horaires des heures de coucher et de lever. Donc ça, c'est le premier point très important pour la consolidation, j'allais dire, de notre horloge et du rythme, et aussi dès cette alternance lumière-obscurité. C'est-à-dire que l'enfant doit dormir dans le noir et être exposé à la lumière du jour. Parallèlement à ce rythme, tous les autres rythmes se mettent également en place et ils augmentent beaucoup d'amplitude vers 3 mois. Donc, dans ces premiers 6 mois de vie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Respecter le sommeil agité du bébé, qui est important dans le développement cérébral. Ne pas s'inquiéter des pleurs qui sont physiologiques. Bien savoir que dès cet âge, il peut y avoir des courts et des longs dormeurs. Et savoir respecter les donneurs de temps qui permettent au rythme circadien veille-sommeil de se mettre en place et de se consolider. Un problème qui est toujours discuté, c'est où doit dormir l'enfant. Alors, je vais juste vous dire que la recommandation plutôt des pédiatres, peut-être que le professeur Fourou pourra nous donner également son avis sur ce point, eh bien, c'est plutôt un bébé dans son propre berceau, mais qui peut être mis dans la chambre des parents, ce qu'on appelle la chambre partagée.
Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est d'éviter de faire que le bébé s'endorme systématiquement au sein ou sur son biberon, et mieux vaut le quitter avant qu'il ne soit endormi. Donc cette première période des 6 premiers mois est fondamentale. De 6 mois à 2-3 ans, le sommeil continue à se transformer et va, sans être identique, se rapprocher encore du sommeil de l'adulte. Donc on l'a dit, il va dormir la nuit, l'enfant va dormir la nuit de 11 ans tout seul. Le jour, eh bien, le sommeil de jour va beaucoup se modifier à cet âge. La sieste de fin d'après-midi disparaît à peu près vers 1 an, ce que vous voyez là, il n'y a plus que 2 siestes. Puis la sieste du matin disparaît vers 18 mois et à 18 mois, il n'y a plus qu'une seule sieste qui va rester jusqu'à 2, 3, 4 ans selon les enfants. De ce sommeil de jour dépend aussi le sommeil de nuit. Le sommeil lent profond est important, il a une grande durée et les éveils persistent, mais les éveils sont surtout en fin de nuit. Leur nombre va diminuer, comme vous le voyez là, 1 an, 2 ans, diminue, et ils sont surtout en fin de nuit, le cycle de sommeil augmente. Et à partir de cet âge, l'enfant s'endort toujours en sommeil lent. Le sommeil agité n'est plus le sommeil d'endormissement. Il y a 2 choses au niveau du comportement qui est important à cet âge. L'objet transitionnel. Vous savez, il y a un chercheur, Winnicott, qui a parlé de l'angoisse de séparation, c'est-à-dire qu'à partir de 10 mois, 12 mois et puis jusqu'à 2-3 ans, il y a une difficulté à l'enfant à quitter ses parents. Et il va se choisir un objet qui peut aller de cet ours merveilleux à un bout de chiffon assez sale, qu'il va avec lui et qu'il l'aide. À quitter ses parents. Et la deuxième chose très importante, c'est la mise en place de routines du coucher, qui consiste à répéter les mêmes gestes avant que l'enfant ne soit mis au lit ou il aille se mettre au lit tout seul qu'il a marche. Et puis, ce rituel, ce n'est pas très long, 10-15 minutes dans l'enquête qu'a fait l'INSV de 14 minutes en moyenne, mais les parents doivent consacrer ce temps exclusivement à l'enfant dans une atmosphère calme, affectueuse, on lit une histoire, on écoute une musique, et les mots qui sont dits à ce moment-là, ça constitue aussi le rituel. Les mots de la mère, c'est quelque chose de très important à ce moment. Donc, jusqu'à 2-3 ans, qu'est-ce qui est important? La régularité des horaires, la mise en place de l'objet transitionnel et des routines de coucher. Le lieu de sommeil change souvent à 6 mois, où le nourrisson va changer de lit et va souvent intégrer une chambre seule s'il ne l'était pas avant, et il faut accompagner ce changement. Enfin, l'influence des parents qui reste fondamentale. Il y a une interaction entre sommeil des parents et sommeil des enfants. Alors, entre 3 et 6 ans, le sommeil lent profond est très important. Et il est encore un peu immature. Les transitions entre ce sommeil lent profond et le sommeil paradoxal qui suit est également immature. Et c'est à cet âge que l'on voit parfois des parasomnies, terreur nocturne, somnambulisme, terreur nocturne plutôt vers 3-4 ans et somnambulisme plutôt vers 6-7 ans, lorsqu'il y a quelque chose, que le sommeil lent profond n'est pas assez important, trop important, rebond, etc. Le sommeil de jour, ça c'est la première chose. Donc une bonne stabilité du sommeil lent profond est très importante. La deuxième chose importante, c'est le sommeil de jour. Quand est-ce que l'enfant va lâcher sa sieste de début d'après-midi? Il y a eu toute une enquête longitudinale des enfants faite par l'INSERM et Sabine Planten a publié à 3 ans que 90% des enfants en France faisaient la sieste et que cette sieste durait environ 1h30. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'enquête INSV de cette année. À 4 ans, on estime que 50% font la sieste, mais ça sont que des données françaises, et à 5 ans, seuls 10 à 15% font encore la sieste. Donc, ce qui est important, c'est comment savoir, pour un enfant donné, à quel moment il doit quitter sa sieste
Et c'est important parce que la persistance ou l'arrêt de la sieste a un retentissement sur le sommeil de nuit. Donc, entre 2 et 6 ans, respecter les horaires, éviter la privation de sommeil, parce qu'elle est nuisible à court terme sur la cognition, sur les apprentissages, et à plus long terme sur l'équilibre métabolique et la prise de poids. Éviter le repos en sommeil lent pour éviter de déclencher les parasomnies et déterminer au mieux le besoin de la sieste pour un enfant de vie. Alors, de 6 à 10 ou 11 ans, le sommeil est devenu uniquement nocturne. Néanmoins, on sait encore que 1% des enfants, si on leur laisse la possibilité, feront la sieste. Le sommeil lent profond est toujours en grande quantité. Ce n'est qu'à partir de 10-11 ans qu'il commence à diminuer. Le sommeil paradoxal est identique à celui de l'adulte en fin de nuit, alors que le sommeil lent est maintenant complètement en début de nuit. Et là, le temps mis pour s'endormir augmente légèrement. À cet âge-là, on considère que la vigilance, c'est-à-dire l'état d'éveil, le niveau d'éveil de l'enfant, est très bon. Néanmoins, certaines études tendent un petit peu à nuancer ces affirmations, montrant qu'il y a des privations de sommeil très tôt chez l'enfant, dans certains milieux notamment, et que ces privations de sommeil, la semaine, s'accompagnent d'un ce qu'on appelle un jet lag social, vers un rebond de sommeil très important le week-end, notamment dans des zones d'éducation prioritaire. D'où la notion toujours de l'importance de ces milieux socioculturels. Enfin, pour terminer, juste un mot, vous dire que ces privations de sommeil, eh bien, elles sont souvent dues aux écrans, où dès le jeune âge, dans la population, et l'enquête INSP le montre, les enfants consacrent plus d'1 heure aux écrans dans la journée, 1 à 2 heures, et parfois avant d'aller se coucher, dont on sait maintenant l'effet délétère sur la qualité du sommeil. Donc, dormir est important parce que dormir permet à l'enfant de récupérer, permet à l'enfant de grandir par les hormones qui sont sécrétées au cours du sommeil. Ça lui permet, s'il a un bon sommeil, d'apprendre et de consolider ses acquisitions diurnes et sa mémoire. Ça l'aide à gérer ses émotions, à résister aux infections. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Vetterini. On va revenir à l'image et merci beaucoup de cette présentation très informative qui nous donne vraiment les règles, les normes de sommeil de l'enfant depuis le plus jeune âge jusqu'à 12 ans. Et je vais maintenant passer la parole. Je vous rappelle qu'on prendra les questions très volontiers à l'issue de la deuxième présentation, car je vais maintenant laisser la parole au professeur Brigitte Fourroux de l'EQEB, qui va aborder les troubles respiratoires du sommeil chez l'enfant. Brigitte, tu nous reçois bien? C'est à toi. Voilà, bonjour à tous. On va peut-être couper notre... Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Oui, d'accord. Alors, je suis pneumopédiatre et je vais vous parler en fait de la pathologie respiratoire la plus fréquente chez l'enfant, nommément le syndrome d'apnée obstructive de l'enfant ou SAOS. Alors, déjà, quelle est la définition du syndrome d'apnée obstructive? On sait que quand on dort, toutes les fonctions se ralentissent, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire se ralentit, et d'une manière tout à fait normale, les voies aériennes, surtout pendant certaines phases de sommeil, se rétrécissent modérément. Normalement, ce rétrécissement ne doit pas perturber la respiration, mais chez certains enfants, ce rétrécissement des voies aériennes peut être excessif
et entraîner soit ici ce qu'on appelle une limitation de débit, c'est-à-dire le débit diminue mais sans conséquence néfaste pour l'enfant. Il peut diminuer de manière plus importante, d'au moins 30%, avec un effet négatif, c'est-à-dire une chute du taux d'oxygène ou un réveil du cerveau à l'enfant pour le faire respirer de manière plus efficace. Ou alors, le stade ultime, c'est ce qu'on appelle une apnée, c'est-à-dire l'air ne passe plus du tout, hein, et le débit est pratiquement totalement effondré. Donc, voyez ici comment ça se traduit sur un enregistrement de sommeil. Voyez ici la ligne du débit d'air et voyez que le débit est complètement plat. On voit qu'il n'y a plus de son parce que l'air ne passe plus du tout. Et surtout, on voit ici en vert les mouvements de la cage thoracique et en rouge les mouvements du ventre. Et on voit qu'il continue à persister des mouvements pour essayer d'ouvrir les voies aériennes et faire respirer l'enfant, mais sans succès. Et quand les voies aériennes s'ouvrent de nouveau, eh ben, l'air passe, le bruit respiratoire réapparaît. Alors, voyez ici une représentation d'une hypopnée, donc une fermeture partielle, incomplète. Vous voyez que le débit diminue, hein, mais surtout aussi, il reste associé à une diminution du taux d'oxygène. Alors, le diagnostic et surtout la sévérité du SAOS est basé sur le nombre de fois que l'enfant présente des apnées ou des hypopnées par heure de sommeil. On dit que c'est tout à fait normal lorsque cet index est inférieur à 1,5. Et ensuite, il y a 3 niveaux de gravité. L'apnée léger, c'est un index entre 1,5 et 5. Modéré, entre 5 et 10. Et on parle d'apnée obstructive sévère lorsque l'enfant présente plus de 10 apnées et hypopnées par heure de sommeil. Alors, chez l'enfant bien portant, qui n'a pas une pathologie associée, de loin, pratiquement dans 95% des cas, c'est une hypertrophie, donc une augmentation du volume des amygdales et ou des végétations qui est à l'origine de ces apnées obstructives du sommeil. Alors, cette apnée du sommeil touche à peu près 1 à 4% des enfants bien portants, avec un pic de fréquence qui s'y situe entre l'âge de 3 et 5 ans, c'est-à-dire l'âge où l'enfant a le plus de risque d'avoir une hypertrophie, donc des grosses végétations et des grosses amygdales. Alors bien sûr, ces phénomènes obstructifs pendant le sommeil vont avoir un retentissement sur le sommeil, mais également sur le comportement de l'enfant à l'éveil. Et les 2 symptômes les plus évocateurs de l'apnée du sommeil, c'est un enfant qui ronfle toutes les nuits, même quand il n'est pas enrhumé, d'autant plus que le ronflement est important et présent de manière régulière toutes les nuits. Et puis également les parents qui constatent que de temps en temps, l'enfant ne respire plus, il s'arrête de respirer, et d'un seul coup, à la fin de la pause respiratoire, il y a une grande inspiration qui réouvre les voies aériennes. Également, l'enfant peut présenter des sueurs, faire pipi au lit. Comme l'a dit le docteur Marie-Françoise Vegrini, il peut y avoir une dette de sommeil, donc tout ce qui est parasomnie, terreur nocturne, somnambulisme peuvent apparaître ou s'aggraver chez l'enfant qui fait de l'apnée du sommeil. Il a aussi un sommeil agité parce que chaque fois que les voies aériennes se ferment, le cerveau va réveiller l'enfant. Et puis aussi, de temps en temps, l'enfant peut dormir avec le cou en hyperextension par un mécanisme réflexe pour augmenter le diamètre des voies aériennes. Les signes à l'éveil traduisent en fait la mauvaise qualité du sommeil la nuit, c'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas un sommeil réparateur, il a un sommeil qui le fatigue, donc il va avoir des difficultés pour se réveiller. Également, il aura du mal à contrôler ses émotions, il va être fatigué, il va lutter contre sa fatigue et sa pression de sommeil, et l'enfant peut devenir irritable, hyperactif et également présenter des troubles de l'attention et de la mémoire.
il sera fatigué et somnolent dans la journée, les siestes peuvent réapparaître. Il peut aussi se plaindre de maux de tête, de vomissements, ne pas avoir envie de prendre son petit déjeuner le matin. Il respirera volontiers par la bouche parce que le nez sera bouché par l'augmentation de volume des végétations et tout à fait à la fin, l'enfant peut avoir du mal à grandir. Alors, il y a, première chose à faire, c'est l'examen clinique et regarder la bouche de l'enfant. Et en fonction de la taille observée des amygdales, on a un score qui permet de manière un petit peu approximative de quantifier la taille de ces amygdales. Par contre, pour voir si les végétations sont augmentées de volume, à ce moment-là, il faut mettre un petit fibroscope, donc une petite lumière avec une petite caméra dans le nez pour les objectiver. Donc ça, ce sera de l'ordre du médecin ORL. Alors normalement, lorsqu'on a un tableau clinique évocateur, avec des signes évocateurs, un enfant bien portant, un examen clinique qui montre des grosses amygdales, il n'est pas indiqué de faire une exploration du sommeil. Par contre, elle reste réservée dans 4 situations. Lorsque la chirurgie ORL qui doit être réalisée risque de ne pas être suffisante parce que l'enfant a une autre maladie qui elle-même peut être responsable d'apnée du sommeil. À ce moment-là, l'examen du sommeil est indispensable pour faire la part de ce qui revient à la maladie associée de l'enfant, d'une part, et d'autre part, ce qui est lié à l'augmentation de volume des végétations et des amygdales. Également, lorsqu'il y a une discordance entre l'examen clinique et les symptômes par les parents objectivent vraiment des ronflements et une apnée, mais l'ORL ne retrouve pas de grosses végétations, de grosses amygdales. À ce moment-là, il faut en avoir le cœur net et un examen du sommeil sera indiqué. Également chez les enfants âgés de moins de 3 ans, parce qu'il y a un risque anesthésique chez ces enfants et également parce que la SAOS est moins fréquent chez les enfants plus jeunes. Et bien sûr, également une indication, je dirais, anesthésique. Ce sont des enfants pour lesquels toute anesthésie ou chirurgie va présenter un risque. Et à ce moment-là, pour prendre la décision opératoire, il faut être certain qu'il y a de l'apnée du sommeil, hein, comme par exemple les enfants qui ont des troubles de la coagulation ou une maladie cardiaque. Alors, quelles sont les conséquences de l'apnée du sommeil? Alors, vous l'avez très bien vu dans l'exposé du docteur Vecchiarini, c'est-à-dire que si on a un sommeil de mauvaise qualité, avec surtout une diminution des phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal, la première chose chez l'enfant, c'est qu'il va avoir du mal à se concentrer, du mal à mémoriser ce qu'il aura entendu dans la journée, et donc un effet, je dirais, primordial sur les troubles de l'apprentissage. Également des troubles du comportement, l'enfant sera irritable, hyperactif, et les conséquences qu'on verrait plutôt chez l'adulte, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stress cardiovasculaire, une augmentation de la tension artérielle, des troubles métaboliques, ça se voit plutôt chez l'adulte et de manière moins importante et plus rare chez l'enfant. Alors, quand on a un enfant qui a des symptômes évocateurs d'apnée du sommeil, la première chose à faire, c'est de faire un examen ORL. Lorsque l'enfant a bien des grosses amygdales et lorsqu'il a plus de 3 ans et pas de maladie associée, on demande un avis ORL et on passe directement à la chirurgie, l'ablation des végétations et des amygdales. Et c'est que dans certaines conditions particulières que je vous ai résumées sur la diapositive précédente, ou qu'on a une discordance clinique, que l'examen du sommeil est indiqué. Alors la deuxième cause d'apnée du sommeil, on la distingue clairement de l'apnée du sommeil liée à l'hypertrophie des végétations des amygdales. C'est vrai que c'est un peu différent parce que c'est lié à l'obésité et de ce fait va toucher des enfants plus grands et préférentiellement des enfants et des adolescents. Dans cette tranche d'âge, chez les enfants qui sont obèses,
eh ben, la fréquence d'apnée du sommeil est assez importante et selon les études, entre 10 et 60% des enfants obèses vont présenter de l'apnée du sommeil. Alors, comme chez l'adulte, il y a une part liée à l'infiltration graisseuse des parties molles du cou, mais on a montré également que chez ces enfants, l'augmentation des volumes des amygdales et des végétations a un rôle tout à fait déterminant. Également, puisqu'il s'agit d'enfants plus âgés, ils auront moins souvent des troubles du comportement à type d'hyperactivité et les conséquences de l'apnée du sommeil chez les enfants vont plus se rapprocher de ce qu'on observe chez l'adulte, c'est-à-dire des enfants qui sont peu actifs et plutôt somnolents. Alors, la prise en charge du SAOS chez l'enfant obèse reste identique à celle d'un enfant plus jeune qui a une hypertrophie des végétations et des amygdales. En effet, on a montré que même chez ces enfants obèses, la chirurgie ORL est le traitement de première intention. Par contre, on peut comprendre qu'à cet âge, chez les enfants qui ont un surpoids important, elle est moins efficace. Il y a également chez ces enfants plus de complications post-opératoires. Et une chose importante qu'il faut anticiper, on sait que chez les enfants bien portants plus jeunes qui ont une hypertrophie des amygdales avec un SAOS, une fois qu'on les a opérés, souvent ils vont mieux et ils prennent du poids. D'accord ? Alors, la conséquence néfaste de la chirurgie ORL chez les enfants obèses, c'est que cette prise de poids qu'on observe chez tous les enfants après l'ablation des végétations et des amygdales est généralement encore plus importante chez les enfants obèses, donc il faut l'anticiper et bien sûr ça nécessite une prise en charge simultanée du surpoids ou de l'obésité. Et ensuite un dernier type d'apnée du sommeil, et ça c'est surtout les enfants que l'on soigne ici à Necker, c'est des enfants qui ont des malformations de la tête et du cou qui entraînent un rétrécissement anatomique du calibre des voies aériennes supérieures. Alors, ces maladies en elles-mêmes sont extrêmement rares, mais le nombre de ces maladies est extrêmement important et pour chaque maladie, le risque de SAOS est également très important. Également, ce qu'on voit, c'est que comme ce sont des malformations génétiques ou des maladies génétiques des maladies rares, ce rétrécissement des voies aériennes peut s'observer à tout âge, du nouveau-né jusqu'à l'adolescent, voire l'adulte jeune. Également, ces enfants ont des malformations de la face qui peuvent être multifactorielles, c'est-à-dire plusieurs facteurs peuvent s'additionner pour provoquer l'apnée du sommeil. On va le voir sur les diapositives suivantes. Et surtout, ce qui est spécifiquement vrai chez ces enfants-là, c'est que les symptômes qu'on a vus ensemble, ils sont absents ou extrêmement frustes, ce qui fait que pour ces enfants, l'exploration du sommeil, elle est obligatoire. Alors, vous voyez ici une représentation schématique du nez, de la gorge et ici de la trachée d'un enfant normal. Pour un enfant bien portant qui n'a pas de malformation de la tête et du cou, la première cause, c'est l'hypertrophie des végétations et ici des amygdales. Pour les enfants qui ont un SAOS de type 3, lié à une malformation anatomique de la face et du cou, on peut avoir ici un défaut de développement ici de l'étage moyen de la face, du maxillaire ou de la mandibule. Ces enfants peuvent aussi avoir, du fait des anomalies anatomiques ou des anamélies du tonus, avoir une grosse langue qui a tendance aussi à basculer en arrière et contribuer à l'obstruction des voies aériennes. Également, la tonicité du pharynx et du larynx peut être plus molle que d'habitude. Et il y a d'autres facteurs ici, par exemple en bas, dans certaines maladies, on a des rétrécissements également de la trachée et du larynx, et tous ces facteurs peuvent s'additionner.
Donc, vous voyez ici quelques exemples d'enfants qu'on suit à Necker et qui sont tous à risque d'apnée du sommeil sévère. Vous avez ici, par exemple, un petit garçon qui a une achondroplasie, donc un nanisme, et on voit ici le défaut de développement de la partie moyenne de la face. Ici, vous avez un enfant qui a un syndrome de Goldenhar avec un défaut de développement ici de la mandibule. Ici, un enfant qui a une maladie osseuse qu'on appelle pycnodysostose, et on voit également que la partie moyenne de la face est en arrière, rétrécie, trop peu développée, ce qui laisse trop peu d'espace dans le nez. Ici, vous avez un enfant qui a un syndrome de Pierre-Robin, et voyez le défaut de développement du menton ici, avec par voie de conséquence la langue qui chute en arrière, et des problèmes respiratoires qui apparaissent dès la naissance. Et on soigne aussi à Necker des enfants qui ont une soudure prématurée, des os du crâne, donc des craniosténoses, et de temps en temps, l'obstruction est tellement importante qu'on est obligé ici de faire une trachéotomie. Donc, le traitement de ces enfants doit obligatoirement se faire dans des services spécialisés, et le traitement, il dépend de la maladie sous-jacente. Il y a des maladies comme le syndrome de Pierre-Robin que je vous ai montré qui s'améliore assez rapidement dans les premiers mois de vie. Et puis pour certains enfants, on a besoin d'une chirurgie ORL, pas uniquement les amygdales et les végétations, mais les cornets, l'épiglotte, l'amygdale linguale, donc des chirurgies ORL plus spécialisées. Et on travaille aussi tous les jours avec les chirurgiens maxillofaciaux, les orthodontistes, voire les neurochirurgiens. Donc ici, pour terminer, les différents types de SAOS de l'enfant. Donc ici, le type 1, largement le plus fréquent, enfant sain bien portant, qui touche surtout les enfants âgés de 3 à 5 ans et est lié à une hypertrophie des végétations et des amygdales, qui sont en fait la conséquence des agressions microbiennes et surtout virales que l'enfant rencontre dans les premiers mois et premières années de vie. En général, la SAOS est modérée et on se base surtout sur la clinique. Les conséquences, c'est les troubles des apprentissages, beaucoup moins le stress cardiovasculaire et le syndrome métabolique, et le traitement, c'est la chirurgie ORL. Le SAOS chez l'enfant obèse, plus tard, reste le rôle des végétations et des amygdales. La première chose à faire, c'est la perte de poids, bien sûr, et l'ablation des végétations et des amygdales. Le type 3, très particulier, tout âge, surtout les anomalies anatomiques, souvent c'est très sévère. L'évolution dépend de la pathologie sous-jacente. Ces deux types doivent avoir une exploration du sommeil systématique et pour le type 3, une prise en charge en milieu spécialisé. Donc pour conclure, le traitement du SAOS dépend du type. Le type 1 est largement le plus fréquent et c'est l'ablation des végétations des amygdales. Chez les enfants obèses ou en surpoids, la perte de poids, et si ce n'est pas suffisant, également la chirurgie ORL, et le type 3 en centre pédiatrique spécialisé. Et surtout, il faut savoir que les indications d'une exploration de sommeil sont nullement systématiques et qu'elles sont bien codifiées par des recommandations internationales, par les sociétés savantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation très importante sur les troubles respiratoires du sommeil chez l'enfant, qui nous apprend énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets à juste titre, et là, on va pouvoir avoir différentes pistes de réponses. Alors, c'est ouvert, la discussion est ouverte à toutes les personnes qui sont branchées sur ce webinaire. N'hésitez pas à nous mettre des messages sur le chat, puisque Annabelle de l'Institut national du sommeil et de la vigilance va nous les transmettre. Mais dans un premier temps, eh bien, les premières questions avaient déjà été posées et Jonathan, tu peux nous dire quelles sont les questions? Tout à fait. Donc, pendant le quart d'heure qui nous reste, on va justement répondre aux questions qui ont été posées par certains participants lors de ce webinaire. Donc, quelques questions pour Marie-Françoise Veccherini et quelques questions pour professeur Fourreau. On commence par une première question pour toutes les deux. Dr Marie-Françoise.
pourquoi les enfants pleurent beaucoup? Les enfants, comme vous l'avez vu, ils pleurent beaucoup, d'autant plus qu'ils sont jeunes. Parce que entre l'instabilité du sommeil, entre les cycles de sommeil, ils se réveillent et à cet âge-là, surtout dans les premiers mois, on n'a pas de veille calme importante. Donc, ils pleurent. Et puis, c'est leur façon de parler. C'est-à-dire qu'on pleure parce qu'on a faim, c'est pas, on pleure parce qu'on se sent sale, on pleure parce qu'on a une douleur, mais tout ça, on pleure parce qu'on a envie d'être pris, d'avoir un contact avec les parents, mais tout ça, ce sont des pleurs qui restent fréquents, mais brefs. Et puis, petite chose amusante, c'est qu'il y a des auteurs qui ont étudié la parodie de ces pleurs et on s'aperçoit que les pleurs des bébés allemands, les pleurs des bébés asiatiques et des bébés français ne sont pas du tout les mêmes, qu'ils n'ont pas la même phrasodie et que déjà, dans les pleurs de ces tout petits, il y a la phrasodie habituelle du langage adulte. Le langage qui commence, d'accord. Voilà. Et, bon, et à quel âge les enfants s'arrêtent de pleurer? Alors, après, il n'y a plus de pleurs dans la journée, Oui. et puis vers 3 ans, 4 ans, il y a encore des réveils nocturnes avec pleurs. Il y en a encore, mais ils sont très peu abondants, moins de 8, mais il ne faut pas s'inquiéter. Très bien. Brigitte, un petit mot là-dessus ou supplémentaire ou la question d'après? D'accord. Alors la question d'après, justement, elle est pour le professeur Fourou. À quel âge perd-on les enfants des amygdales de Pierre de Bordeaux? Alors le micro est coupé, je crois. On va réactiver votre micro. Voilà, Alors, il faut savoir que à la naissance, les végétations et les amygdales sont des organes virtuels. Et en fait, comme j'ai dit, c'est parce que l'enfant est en contact avec généralement des virus que ces petits organes vont augmenter de volume. Ce qui fait que chez l'enfant tout petit, c'est-à-dire avant 1 an, il n'a pas encore eu le temps d'avoir les amygdales qui ont augmenté de volume. Les organes lymphoïdes qui sont en première ligne, c'est ceux qui sont dans le nez, ce sont les végétations. Donc les végétations, on peut les opérer lorsqu'elles sont suffisamment volumineuses et gênantes, c'est-à-dire entre l'âge de 1 et 3 ans. Les amygdales sont situées plus bas dans les voies aériennes et vont s'hypertrophier plus tard. C'est pour ça que le pic de fréquence de l'hypertrophie des amygdales, c'est plutôt entre 3 et 5-6 ans. On peut opérer les amygdales à tout âge. Mais en général, on préfère à partir de 3 ans pour ne pas avoir de risque anesthésique. Mais, par exemple, chez certains enfants, comme ceux qu'on a à Necker, les SAOIs de type 3, si les enfants ont eu beaucoup d'infections ORL, qu'ils ont des amygdales volumineuses avant l'âge de 3 ans, il peut y avoir une indication opératoire, mais bien sûr avec des précautions anesthésiques adaptées, c'est-à-dire un service pédiatrique adapté, et non plus une chirurgie en ambulatoire, mais une chirurgie où l'enfant reste en surveillance hospitalière la première nuit. Donc, vous voyez, la réponse, Oui. elle est plutôt en fonction de la pathologie sous-jacente. Et Brigitte, ça fait toujours très mal l'intervention des amygdales ou pas? Parce que Alors maintenant, on ne fait plus des amygdalectomies totales, on fait des amygdalectomies partielles où on laisse en place le fond de la capsule des amygdales. Premièrement, il y a beaucoup moins de risque de saignement, c'est beaucoup moins douloureux, donc les suites post-opératoires n'ont rien à voir avec l'amygdalectomie totale. Ce qui fait que cette technique d'amygdalectomie partielle, elle est maintenant, je pense, la règle, et elle a beaucoup facilité le confort de l'enfant et le risque de complications post-opératoires. Très bien, merci. Alors, troisième question, Jonathan. Oui, donc c'est pour Marie-Françoise Vecchiarini, c'est Jeanne de Nancy qui demande
pourquoi certains enfants ne se rendorment pas seuls Lors de leur réveil. lors de leur réveil nocturne. Puisque c'est la journée du l'enquête réveillé par ces réveils nocturnes et que 90% de ses parents se déplacent pour aller au lit de l'enfant. Une des grandes raisons pour lesquelles les enfants ne se rendorment pas, c'est que très souvent, ils n'ont pas été mis au lit et que cette mise au lit est accompagnée de certaines techniques. J'allais dire, on les berce au lit, on les caresse, on leur fait sucer un doigt, etc. Et quand ils se réveillent la nuit, ils ont besoin de recréer les conditions dans lesquelles ils se sont endormis. Donc, en définitive, c'est pour cela qu'on insiste sur le fait qu'il vaut mieux que l'enfant soit mis au lit alors qu'il ne dort pas encore, quand il est tout petit, qu'il aille se coucher seul, que le rituel du coucher soit bien mis en place sans qu'il y ait d'interaction entre les adultes et l'enfant à ce moment-là, parce que l'enfant a besoin que ce soit recréé la nuit quand il se réveille. Alors, il y a quelques questions qui reviennent sur le rituel. Est-ce que vous avez des conseils, des rituels? De nombreux parents ont posé cette question. Est-ce qu'il y a des rituels particuliers? Alors, très souvent, les rituels sont un peu devenus stéréotypés. Enfin, l'enquête commence aussi. Mais c'est souvent. Le doudou, le premier. Alors, ça, c'est l'objet transitionnel. Le rituel, c'est pas ça. Le rituel, c'est qu'est-ce qu'on fait avec son enfant au moment où on se dit, tiens, il faut qu'il aille au lit. D'accord. Une histoire. Non, on va se mettre au pyjama, on va se brosser les dents, ça commence comme ça. Ensuite, on va au lit, je vais au lit. Et à ce moment-là, il y a, c'est ça qui est important, une interaction très proche, dans le calme. Pas de vision, si on regarde un peu quelque chose, pas de vision effrayante. On raconte une histoire, on écoute une petite musique, on parle à son enfant. Plus il est jeune, plus c'est important. Enfin, c'est important à tous les âges, mais c'est important. Et puis, l'enfant va s'endormir, il sait que c'est l'heure et il s'endort relativement, il faut attendre 6 ans pour qu'il met plus de temps à s'endormir. Il s'endort assez rapidement. Il nous reste 5-6 minutes. Hein, Voilà, il reste 5 questions. Alors, question courte, réponse courte. Hein. On essaie le plus possible de donner des informations d'ici la fin de. Juste avant, il y a une question également de Isabelle qui demande qu'est-ce que le rebond de sommeil lent? Est-ce qu'il y a le rebond de sommeil lent? Alors, c'est peut-être François, vous voulez Alors, le rebond de sommeil lent, c'est souvent un enfant qui a, dans la journée qui a précédé ou la nuit qui a précédé, a été par exemple à moins dormi, a été privé de sommeil, ou dans la journée a fait par exemple une activité sportive beaucoup plus importante qu'il n'y a l'habitude. Et puis, cette privation de sommeil, cette augmentation de besoin de sommeil entraîne une augmentation la nuit suivante du sommeil lent profond. Et ce rebond peut être déstabilisateur et favorise les parasomnies dont on a parlé, Mme Fourou et moi-même, à cet âge. On a parlé tout à l'heure des facteurs favorisant l'endormissement. Stéphane de Montpellier demande quel facteur retarde l'endormissement de l'enfant? Alors, je dirais que parmi les facteurs qui retardent l'endormissement, il faut peut-être mettre à l'heure actuelle l'accent sur l'impact des connexions, de tout ce qui est la télé, parce que c'est encore important dans les familles françaises, et tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone portable, etc. On sait que beaucoup d'enfants regardent ces objets et jouent avec le soir avant d'aller se coucher, et on sait que ça va retarder terriblement l'heure d'endormissement et même la qualité du sommeil dans certains cas. Vous les arrêtez combien de temps avant? Une heure. Une heure avant, il y a des recommandations maintenant nationales qui ont été faites, notamment par le comité. Surtout pas de tablette dans le lit. Et pas dans la chambre.
Mais je renvoie quand même au sommeil des 1000 premiers jours où Boris Cyrulnik avait animé ce groupe sous l'impulsion des politiques qu'il avait mis en place et qui ont édité des recommandations sur l'état mental. Théoriquement, pas de tablette avant 1 an. Brigitte, Alors, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Françoise, hein, c'est vraiment le premier facteur. Il y a deux autres choses aussi, c'est à faire des activités très excitantes en fin de journée. Oui. Donc des jeux hyper actifs, etc. Il vaut mieux faire des activités calmes le soir et aussi des siestes en fin d'après-midi. Les siestes en fin d'après-midi, l'enfant, il n'aura pas besoin, il n'aura pas la pression de sommeil et il aura du mal à s'endormir. d'accord. C'est très important par ce truc pose sur le sommeil de nuit. Comment savoir si un enfant a encore besoin de faire la sieste de Don Gabriel? Alors, lorsqu'elle va disparaître spontanément entre 3 et 4 ans, et je dirais dans un but très personnalisé, eh bien, il faut regarder comment se comporte l'enfant en fin d'après-midi et comment comment survient son sommeil le soir. Un enfant qui ne fait pas la sieste et qui va être agité, irritable, grogneux en fin d'après-midi, c'est qu'il avait encore sans doute besoin de sommeil, il avait peut-être de sommeil, et qu'il avait besoin encore sans doute de faire une sieste qu'il convient alors de faire tôt et pas trop tôt. Une dernière question. Donc, Jonathan, où peut-on faire une exploration du sommeil? Alors, ça s'adresse chez l'enfant, hein, je ne sais pas. Où peut-on faire une exploration du sommeil chez l'enfant? Donc, Brigitte, peut-être à vous la réponse. Oui, alors il y a des laboratoires du sommeil pédiatrique à Paris. Ils sont surtout situés dans les hôpitaux de l'assistance publique. Donc il y a un centre de sommeil à Necker, mais également à l'hôpital Robert Debré et également à l'hôpital Trousseau. Mais c'est sûr que l'offre est extrêmement restreinte. Hein, il n'est pas non plus nécessaire de faire systématiquement une exploration du sommeil. Donc c'est sûr que il faut bien peser l'indication d'une exploration du sommeil. Très bien. Donc, pour les joindre donc, sur les sites de l'assistance publique, Oui. Le service de Necker avec le professeur Foreau, le service de Robert Debré avec le docteur Michel de Sandreux, le service de Trousseau également. Et Oui. puis, merci beaucoup à tous pour cette présentation. Merci aux orateurs, le docteur Beccherli, le professeur Foreau, merci Jonathan, merci Annabelle à la régie. Alors, on vous dit toute la journée, vous pouvez continuer à vous mettre sur le site de la journée du sommeil, de la 22e journée du sommeil, de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, car il y a encore de très nombreux événements qui vous attendent. On vous souhaite à tous une très bonne journée du sommeil et à bientôt. Merci. Merci.